Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce matin dans l'invité du direct de Radio M, M. Ahmed Attaf, ancien ministre des Affaires étrangères entre 1996 et 1999 et aujourd'hui secrétaire général du bureau politique de Tala al-Hurriya, le parti d'opposition que dirige monsieur Ali Benflis. Monsieur Ahmed Attaf, merci d'avoir été l'invité ce matin, d'être l'invité ce matin. Je vous remercie de votre invitation. Alors, évidemment, on peut se poser la question. Hassan Haddouche nous accompagne, comme d'habitude. Bonjour Hassan. Bonjour. Monsieur Ahmed Attaf, vous avez une véritable compétence économique. Vous étiez, entre 79 et 83, en charge des questions économiques auprès de la mission diplomatique de l'Algérie aux Nations Unies à New York. Et donc, vous vous êtes toujours intéressé aux questions économiques. Particulièrement. D'où votre présence ce matin dans l'invité du direct, qui est une émission économique. J'en profite pour répondre à nos amis des réseaux sociaux qui vous ont posé des questions à travers notre réseau social. Ce sont des questions qui touchaient à la politique et on ne peut pas les aborder parce que nous sommes dans le cadre de l'économie, même si on traitera de questions politiques globales, notamment de géoéconomie. Vous êtes là ce matin aussi pour cela. Et j'enchaîne immédiatement avec, évidemment, l'événement majeur de ces derniers jours, l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis. Vous allez arbitrer dans un débat au sein de nos équipes à Radio M et à Maghreb Émergent. Est-ce que, sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, vous pensez que le président Trump va cesser de ressembler au candidat Trump? Je crois que dans le système électoral américain, le candidat à la présidence des États-Unis passe toujours par 3 phases. La première phase, c'est celle des primaires, où les candidats se présentent avec un programme destiné au Parti républicain ou au Parti démocrate pour rassembler leur camp. Ensuite, il y a une deuxième phase pour celui qui a gagné les primaires. C'est celui d'être le candidat à la présidence américaine et celui-là doit rechercher à mobiliser en dehors de son camp. Donc, vous verrez une inflexion du programme politique du candidat de la phase des primaires à la phase des présidentielles proprement dites. Ensuite, il y a l'exercice du pouvoir. Et lorsque vous êtes en dehors de la gestion, les problèmes peuvent vous paraître évidents et les solutions tout aussi évidentes. Mais une fois confrontés à la réalité des dossiers, lorsque les dossiers sont posés devant vous dans le cadre de la gestion réelle, là, vos positions peuvent changer et changer de beaucoup. Mais tout de même, Monsieur Attaf, il y a toujours un autre enjeu, enfin peut-être une 4e étape que vous n'avez pas évoquée, c'est celle de la réélection. On revient au bout de 4 ans et même un peu avant auprès de ses électeurs, et si on n'a pas tenu promesse, on peut être sévèrement sanctionné. Et dans le cas de Trump, on peut parler de quelques-unes de ces promesses qui nous intéressent. Pour ce qui est de la partie économique, relocaliser des emplois aux États-Unis, développer du protectionnisme, protéger le marché américain des produits mondiaux. Est-ce que c'est pas quelque chose que Trump va quand même tenter de faire? Et est-ce que surtout c'est pas quelque chose qui va ralentir l'activité dans le monde? Et ça nous intéresse en tant qu'économie algérienne. Je voyais venir cette question et en fait, j'ai laissé la question des contraintes externes dans l'exercice du pouvoir après avoir entendu votre question. Maintenant, le président élu, M. Donald Trump, il doit composer avec 4 réalités. La première réalité, c'est la réalité des États fédérés. C'est une première contrainte. Il doit composer aussi avec son parti. Très certainement, on y reviendra. Le Parti républicain est connu pour son libéralisme en matière économique, pour son rejet du protectionnisme. Donc il y aura aussi son parti. Il y aura, en 3e lieu, les institutions elles-mêmes, c'est-à-dire le Congrès américain. Et ensuite, 4e, il y a la contrainte externe. Je voudrais vous dire, à propos des États-Unis, il y a une maxime
qui résume tout pour moi. On dit que le président des États-Unis est l'homme le plus puissant dans le monde, mais l'homme le plus faible dans son pays, précisément pour ses contraintes institutionnelles internes. Alors, regardons... Et il devra composer avec elle. Oui, mais alors, précisément, on dit aussi que le président des États-Unis dispose de pouvoirs très étendus dans deux domaines principaux, où il échappe assez largement justement au contrôle aux contraintes dont vous avez parlé, c'est la politique extérieure et c'est aussi la défense nationale. Alors, est-ce que dans ces domaines-là, apparemment, les Américains s'intéressent, c'est des sujets qui les intéressent pas beaucoup, la politique internationale. Mais nous, en fait, c'est le sujet qui nous intéresse principalement, qui nous concerne principalement. Est-ce que dans ce domaine-là, justement, la personnalité de Monsieur Trump risque de jouer un rôle important? Même en matière de politique extérieure, il y a le contrepoids du Sénat. Les grandes questions de politique étrangère. Par exemple, les sanctions. Prenons. Les sanctions qui sont décidées par les États-Unis contre des pays dans le monde. On a un cas précis. Hein. Trump menace de prolonger les sanctions sur l'Iran. Donc on a une première source de tension immédiate. Là. Absolument. Et là, la levée des sanctions ou l'imposition de sanctions doit avoir l'aval du Sénat des États-Unis. En matière de politique étrangère, il y a quand on parle du Sénat et du pouvoir ou du contre-pouvoir qu'il représente, les Américains utilisent cette formule que je traduis, le pouvoir de la bourse. C'est-à-dire, vous refusez le financement des activités de politique étrangère que vous voulez conduire. Ça, il peut le faire parce qu'il est seul maître en matière de gestion financière. Donc, il y a des contraintes pour le président des États-Unis, c'est-à-dire la composition avec le Sénat, même en politique étrangère. Mais elle est relative par rapport aux contraintes qui pèsent sur lui en politique intérieure. Mais quand même, il y a une partie du désordre auquel je pense, parce que j'insiste quand même sur le désordre que menace de nous amener l'élection de Donald Trump. Les marchés obligataires sont repartis à la hausse depuis l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a évalué le risque États-Unis comme étant redevenu un risque inflationniste, parce que on l'a peut-être pas dit, mais Donald Trump est keynésien en termes de politique. Il veut relancer les grands travaux, etc., pour créer de l'emploi aux États-Unis. Et donc on dit que le déficit américain va encore s'aggraver et le risque des émissions obligataires américaines grandit. Et donc les taux d'intérêt sont en train de remonter. Alors je pose la question par rapport à l'Algérie qui est en train de revenir sur le marché de l'endettement pour lever des fonds et des financements. De ce point de vue-là, c'est peut-être pas une bonne nouvelle de voir les taux repartir à la hausse. On ne sait pas où ça va s'arrêter, ça vient juste de démarrer. Je crois que dans ce domaine-là, dans le domaine économique, et surtout après des événements de cette ampleur-là, on observe à peu près ce qui s'est passé dans les lendemains immédiats du Brexit. Le choc est tel que les marchés réagissent avec une certaine anxiété. Donc il faut voir tout cela dans une durée plus longue. Dans une durée plus longue et en tout état de cause après l'installation du président élu lui-même. Mais ce qui est important, et ça je voudrais vraiment insister sur cela, le fonctionnement interne du système politique américain. Le système politique américain a été conçu de telle manière qu'il oblige les institutions à une négociation permanente entre elles. Vous ne pouvez pas, qui que vous soyez, Congrès ou président des États-Unis, décider de vous-même de manière arbitraire et unilatérale. Lorsque vous vivez aux États-Unis, vous voyez l'administration présente en permanence au Capitole, les représentants ou les sénateurs présents en permanence à la Maison-Blanche dans des négociations quotidiennes sur une multitude de sujets. Le système politique américain est très pragmatique. C'est un système de négociation permanente. Et donc, vous pouvez venir avec, comme M. Donald Trump, avec les idées les plus tranchées. Le système lui-même, le système politique lui-même vous oblige à une négociation permanente. Je vous donne des exemples. Monsieur Trump a parlé d'un grand programme
keynésien, comme vous venez de le dire, de grands travaux, de rénovation des infrastructures. 1000 milliards partagés à parité entre le secteur public et le secteur privé. Son parti est contre ce plan. Les démocrates et M. Bernie Sanders l'ont applaudi. Donc M. Trump et les dirigeants démocrates ont déjà dit qu'ils seraient prêts à travailler avec M. Donald Trump sur ce plan parce qu'il correspond exactement à leurs objectifs politiques. Donc, il va y avoir négociation. Et donc, qui dit négociation, dit majorité d'idées transpartisanes. Et c'est cela le système américain. Oui, il faudrait qu'on le comprenne. Alors, sur une question qui nous touche plus directement, la construction du Maghreb, est-ce que l'arrivée de l'administration Donald Trump peut aider à débloquer, à faire avancer un dossier qui est resté en suspens pendant les 8 années d'Obama? C'est évidemment la question du Sahara occidental qui empêche visiblement la construction du Maghreb. Est-ce que vous pensez que dans le giron des Républicains, puisque la dernière fois que le dossier a un peu bougé, c'était quand même lorsque M. Baker avait été émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la question, il y avait un plan Baker et depuis on n'a pas beaucoup avancé. Est-ce que vous pensez que cette fois, comme il y a un repère, il y a une chance que ça redémarre? Permettez-moi de rappeler une réflexion du président Kennedy. On l'avait interrogé un jour sur la prise de décision présidentielle. Comment se prend la décision présidentielle aux États-Unis? C'est un long discours. Mais l'histoire a retenu cette phrase. Le président des États-Unis ne décide que pour 5% des dossiers. Les 95% restants sont gérés par l'administration. C'est pour ça que j'ai parlé plus de l'administration Trump que de Trump lui-même. J'ai parlé plus des républicains que de Trump lui-même. Lui, je sais que c'est pas une question qui l'intéresse au premier chef. Même la haute administration américaine, je veux dire le State Department lui-même, puisque c'est lui qui gère. C'est une question. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Je le dis. Qui est marginal, on va le dire comme ça. Il est périphérique. C'est un dossier périphérique. Ce n'est pas un dossier central dans la diplomatie américaine. La grande marque d'intérêt pour le dossier du Sahara occidental, puisque vous l'avez cité, a été marquée effectivement par la désignation de M. James Baker, puis de M. Christopher Ross, qui sont tous les deux donc de grands responsables américains au poste de représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies. Mais là, il ne faut pas s'attendre à un grand activisme de la part des Américains sur ce dossier, en tout cas dans la phase assez tumultueuse qui va commencer. Eux qui vont avoir à gérer les relations transpacifiques, transatlantiques, panaméricaines. Ce sont les grands dossiers stratégiques qui vont les occuper pendant longtemps. On peut pas ne pas poser cette question en relation avec Wikileaks. Il y a eu cette fuite. Est-ce que les Algériens, le régime, le pouvoir algérien aurait dû redouter l'élection de Hillary Clinton, dont on disait qu'elle aurait peut-être touché de l'argent marocain, 18 millions d'euros, pour agir dans le sens des intérêts marocains sur ce dossier? Bon, Wikileaks a aussi rapporté que la fondation Clinton a reçu de l'argent du gouvernement algérien. Donc, je ne crois pas que le problème puisse se poser de cette manière-là. Nous parlons de financement d'une fondation, d'activités caritatives qui était à l'époque essentiellement destinée d'ailleurs à Haïti. Je ne crois pas que la position américaine puisse se réduire à cela. La décision américaine est autrement plus complexe. Il y a autrement plus d'intervenants. Elle ne pourra jamais se réduire à des questions d'affinité personnelle. Je ne le crois pas. Votre expérience de diplomate, elle vous a, et votre expérience américaine en même temps, elle vous inspire quelle conclusion à propos de la politique américaine vis-à-vis du Maghreb? Est-ce qu'ils sont favorables, comme on le dit officiellement,
disons, à la création d'un espace maghrébin homogène, ou est-ce que, parce que on entend les deux thèses opposées, je veux dire, l'administration américaine sur le très long terme aurait une stratégie qui aurait été définie il y a 20 ans, qui consiste à favoriser l'émiettement disons des États, etc. Est-ce qu'il y a une doctrine américaine solide, disons, vis-à-vis du Maghreb? Je crois pouvoir me permettre d'être assez catégorique. Qu'il s'agisse de des administrations démocrates ou des administrations républicaines, il y a un consensus entre elles sur la nécessité d'une intégration maghrébine. Sous l'administration Clinton, on a eu l'initiative Eisenstadt, comment on l'a appelé, ils s'y étaient impliqués, ils ont organisé beaucoup de rencontres Maghreb, États-Unis, non seulement dans les pays maghrébins, mais également aux États-Unis. Je crois pouvoir témoigner qu'il y avait aussi un engouement, un certain engouement de la part du monde des affaires américain. La même chose avec les administrations, les administrations républicaines. Et donc, l'intégration maghrébine est perçue comme étant dans l'intérêt des États-Unis. Pourquoi Additionnellement, c'est toujours le marché. Ouais. C'est un grand marché régional et autrement plus important que de petits marchés isolés les uns des autres. Et sur cette question-là, vous retrouvez la même position de l'Union européenne. Je me souviendrai toujours, ça m'a marqué, ça c'est resté dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Lorsque nous commencions à parler des accords d'association dans les années 90, il y avait le commissaire européen chargé de la politique méditerranéenne de l'Union européenne. Et il m'avait dit cette phrase, et je l'ai gardée en mémoire exactement, et je la cite telle quelle. Nous allons vous déverticaliser. Nous allons vous déverticaliser. C'est-à-dire rompre vos relations verticales, pays par pays, avec l'Union européenne. Nous voulons vous avoir comme un ensemble intégré parce que c'est dans votre intérêt et c'est dans le nôtre. Donc sur ces questions-là, sur le plan politique, à l'époque de Barcelone ou à l'époque du processus de Barcelone? C'était après le processus de Barcelone, c'était en 96. C'était en 96. Tout de suite après. Donc nous avions entamé les pré-négociations de l'accord d'association en 95. Et donc, ce que je viens de vous raconter est intervenu en 96. Nous allons vous déverticaliser. Monsieur Ahmed Attaf, on a bien discuté avec le diplomate. On va peut-être un peu plus s'adresser au secrétaire général du bureau politique de Talal El-Hurriya. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu encore une réaction du parti sur le débat parlementaire en cours. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Vous allez nous le rappeler. Vous avez raté beaucoup de choses. Il y a eu 3 réactions très très détaillées sur cette question. Dans le détail. Et dans le détail. Ouais. On va là-bas. Autant pour moi. On va le détailler quand même. On va rappeler un peu la démarche du gouvernement algérien face au contre-choc pétrolier. Donc l'effort a été fait de confier à une task force la conception d'une réponse sur 3 ans avec un resserrement, on va dire un resserrement au niveau budgétaire et la mise en place d'un nouveau modèle économique qui puisse permettre à l'Algérie de ne plus dépendre quasi uniquement des recettes pétrolières pour pouvoir continuer à financer son développement. Alors, ce modèle, il a été décliné par petits bouts. On en a vu le bout budgétaire. En gros, la loi de finances de 2017, je vais finir, et la première de 3 lois de finances qui devrait amener l'Algérie en 2019 à quasiment l'équilibre budgétaire, moins 1,2% de déficit en 2019. J'imagine que vous avez analysé cette trajectoire budgétaire qui est aujourd'hui discutée à l'Assemblée nationale pour son premier volet. Nous lui avons même consacré une journée d'études. Voilà. Alors vous allez nous en dire votre point de vue. Est-ce que vous considérez que le gouvernement est sur la bonne voie? Je crois que lorsqu'on parle de la démarche d'un gouvernement, il faut d'abord que celle-ci
dès le départ, ne contiennent pas des contre-vérités. Vous lirez dans l'exposé des motifs de la loi de finances que celle-ci s'insère dans le programme présidentiel quinquennal 2014-2019. Si vous connaissez ce programme-là, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me le communiquer. C'est un programme présidentiel 2014 quinquennal 2014-2019. C'est écrit. Et c'est écrit depuis 2015, 2016. C'est écrit. Donc ça se réfère à quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Donc, nous sommes un État. Nous devons avoir un comportement sérieux. Lorsque nous parlons d'un programme présidentiel quinquennal, il doit exister. Et nous devrions le connaître. Deuxièmement, on nous parle d'une trajectoire budgétaire triennale qui accompagnerait, je cite le mot, qui accompagnerait le nouveau modèle de croissance économique. Vous venez vous-même de faire vous avez parlé de modèle économique. Effectivement, on a commencé à nous parler de nouveau modèle économique. Puis on nous a parlé de nouveau modèle de croissance économique. Un nouveau modèle économique et un nouveau modèle de croissance économique, ce n'est pas la même chose. Or, dans l'esprit du gouvernement, il entretient cet amalgame entre les deux. Mais l'essentiel, c'est que moi, personnellement, et je crois savoir que même le Conseil des ministres lui-même ne connaît pas ce nouveau modèle de croissance économique. Si je me réfère au communiqué du Conseil des ministres qui a sanctionné ce dossier, il a entendu une communication sur un nouveau modèle de croissance économique. Et ensuite, au mois de juillet dernier. Et ensuite, dans le communiqué, il y a les 4 banalités: mettre fin à la rente, diversifier les pensifs, les vieux pensifs que nous connaissons. Mais je n'ai pas pour ce qui me concerne. Et je ne crois pas que l'opinion publique algérienne en sache plus que moi. Mais M. Attaf, ce nouveau modèle de croissance économique... On est devant le même problème. Nous-mêmes, hommes de médias, journalistes, on est devant le même problème. Et on peut être effectivement inquiet de ne pas avoir plus de précision. Mais il y a le volet budgétaire qui, lui, commence à devenir précis. J'ajoute une troisième, si vous me le permettez, une troisième remarque qui me semble importante. J'ai lu le projet de loi de finances pour l'année 2017. Et comme je vous l'ai dit, notre parti lui a consacré une journée d'études entière avec nos experts économiques. On nous parle donc d'une trajectoire budgétaire, la loi de finances 2017 étant un segment de cette trajectoire budgétaire triennale pour accompagner le nouveau modèle de croissance. J'ai lu la loi de finances. Et je vous prie de me croire intégralement. J'ai relevé qu'il ne s'agissait que d'un document de portée strictement fiscale. Il n'y avait absolument pas de mesures qu'on pourrait qualifier d'incitatrices ou de stimulatrices de la croissance économique. Il y avait une réforme structurelle qui avait été annoncée en fanfare. C'est l'ouverture du secteur bancaire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont revenus dessus. Non, vous êtes généreux. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'elle était annoncée au Conseil des ministres et le document qui est parvenu à l'APN ne contenait plus cette disposition. Où est-elle passée? Qui l'a enlevée? Comment a-t-elle été enlevée? Nous parlons d'un État. L'État obéit à des procédures, à des formes. Je vais camper le rôle de l'avocat du gouvernement. On peut vous dire que les mesures incitatrices, peut-être qu'une partie des mesures pour construire un nouveau modèle de croissance économique, ce serait peut-être pas la loi de finances, ce serait d'autres lois, la loi sur l'investissement, la loi sur la PME, et que sais-je, et peut-être pas beaucoup le budget, peut-être un peu moins. Parfait. J'entends bien. Mais ce que je viens de vous dire, on a bien la réforme du secteur bancaire, si je ne me trompe pas, fait partie des réformes structurelles. Elle était annoncée dans la loi de finances. D'autres mesures
structurelles aussi. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. L'investissement étranger. On va en parler dans un moment. Alors, c'est on va aussi commencer. La loi de finances. Monsieur Attaf, on va essayer. Je sens que ça va être volumineux. On va essayer de segmenter cette discussion. Le premier souci pour le gouvernement, c'est quand même l'équilibre budgétaire. C'est quand même de réduire, parce que là, c'était la saignée sur ces 2 dernières années. On peut rappeler, 16%, 12%, presque 12% cette année. Ce sont des déficits budgétaires colossaux. Record dans l'histoire du pays. Absolument. Voilà, il faut le rappeler, c'est des déficits budgétaires record depuis l'indépendance. Bien, c'est la première urgence du gouvernement. Est-ce que cette politique de réduction des dépenses qui a été entamée sérieusement cette année, avec notamment une réduction sur le budget d'équipement assez lourde, et aussi, pour la première fois, on a touché le budget de fonctionnement, est-ce que vous pensez qu'elle est suffisante, combinée à des mesures d'augmentation des recettes, suffisante pour faire face à ce premier souci qui est l'équilibre budgétaire? Bien entendu, il faut être déraisonnable pour ne pas convenir de la nécessité de rationaliser nos dépenses budgétaires. Ça, tout le monde le dit, et tout le monde le dit depuis très longtemps, y compris du temps de l'embellie financière. Tout le monde ne le dit pas au sein de l'opposition parlementaire. Je prends pour exemple le Parti des travailleurs et le FFS. Non, tout le monde ne le dit pas. Oui. Chaque parti a son programme politique, il a sa vision de la situation. Bien sûr, je ne veux pas porter de jugement de valeur sur les positions des autres partis politiques. Je parle du parti auquel j'appartiens. Maintenant, donc, il faut que les choses soient très claires. La rationalisation de nos dépenses publiques est un impératif. Maintenant, la question se pose de savoir comment. Et c'est là où les divergences, et des divergences sérieuses, peuvent apparaître. Lorsque moi, je m'aperçois que cumulativement, sur les 3 dernières années, le budget d'équipement a fondu de moitié, je m'inquiète. Lorsque je vois que le budget de fonctionnement n'a pas diminué dans la même mesure, c'est-à-dire le train de vie de l'État, je regrette, je demande à mes amis au ministère des Affaires étrangères de m'en excuser. La loi de finances 2017 augmente le budget du ministère des Affaires étrangères de 15%. C'est peut-être pour accompagner l'effort à l'exportation, pour créer des antennes économiques à l'international. J'en doute. Est-ce que cela est sérieux? Nous regardons ce qui se passe dans le monde. Les pays qui sont confrontés à des déficits budgétaires commencent par rationaliser le budget de fonctionnement. Et ce n'est qu'en ultime ressort qu'on a recours à des coupes dans le budget d'équipement. Nous faisons exactement l'inverse. Mais est-ce qu'on a les mêmes marges de manœuvre en matière de réduction du budget de fonctionnement qu'en matière de budget d'équipement? Beaucoup de gens disent que les dépenses de fonctionnement sont quasiment incompressibles parce que on peut pas licencier les fonctionnaires, on peut pas. Vous avez très certainement entendu les représentants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et je suis sûr aussi que vous suivez les rapports de l'organisation mondiale, c'est une organisation non gouvernementale, l'organisation mondiale des rationalisations budgétaires. Elle s'occupe notre budget, la forme, la structure de notre budget est elle-même archaïque. Il faudra un jour bien ouvrir ce débat sur la structure du budget national. Notre budget est conçu sur le modèle des budgets des années 50. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Regardez là, en France. Le budget n'est pas conçu de la même manière. Il y a un budget, par exemple. Je n'engage personne en disant cela. Ce n'est pas une proposition que mon parti fait ou que moi-même je fais. Il y a le budget de la sécurité sociale. Il est hors budget. Est-ce que nous ne pourrions pas envisager que les subventions aient un budget spécial et qu'on ne les mette pas dans le budget de fonctionnement, parce qu'elle n'a rien à voir avec le budget de fonctionnement. C'est une question que je pose. Je ne dis pas que je veux simplement dire... Enfin, je vois tout de suite la réplique. On va vous dire, vous voulez les isoler pour mieux les réduire après. Non, pas du tout. C'est pour rationaliser justement, pour distinguer entre ce qui est train de vie. Parce que quand je dis le budget de fonctionnement,
c'est le train de vie de l'État, je fais une erreur, parce qu'il y a les subventions dedans. C'est juste pour clarifier, simplement. Et à ce moment-là, on verra ce qui va réellement au train de vie de l'État et ce qui va aux subventions. Et on traite les subventions en tant que telles. Mais on ne les traite pas en tant que partie d'un budget de fonctionnement qu'il s'agit de rationaliser. Voilà ce que je veux dire, tout simplement. Alors, le président de la République a commencé à faire un premier pas, puisqu'il a renouvelé dans un communiqué la persistance de l'effort social de l'État avec le maintien à un niveau élevé des transferts sociaux dans le PIB, 26%, Hassan, hein, c'est ça. Et est-ce que donc vous dites il faut agir d'abord sur le budget de fonctionnement, donc et peut-être en priorité sur ce volant de 26% du PIB qui va aux transferts sociaux. Quelques-uns de ces transferts sociaux, le soutien à l'énergie, au carburant, etc., sont très discutés. Écoutez, je vais être très clair sur cela. Dans notre réaction, nous l'avons dit, il est parfaitement injuste, il est parfaitement inéquitable, il est parfaitement discriminatoire de faire porter aux seules couches sociales les plus vulnérables, les plus défavorisées, le fardeau des ajustements. Ça, nous l'avons dit très clairement. Il y a d'autres choses à faire. Donc, personne ne remet en cause ces valeurs de solidarité nationale et de justice sociale sur lesquelles notre société s'est bâtie. Ces valeurs qui font réellement la cohésion nationale et l'unité nationale. Nul ne peut se permettre des libertés avec cela. C'est quoi les autres choses qu'il faut faire? Maintenant, voilà. Maintenant, on parle des subventions. J'ai lu un article que je vous en avais même félicité. Vous aviez écrit un article sur les subventions. Et dans ma tête, il est resté sous le mot ou sous le concept de saucissonnage. Vous aviez parlé des 80-20%. Pourquoi appréhender le problème des subventions d'une manière globale et dire qu'il faut faire des coupes sombres dans le budget de subvention? Essayons une approche gradualiste et saucissonnant ce qui peut être fait. Les carburants, vous l'avez dit dans votre article, et je partage entièrement ce point de vue. Commençons par poser le problème des carburants et de l'énergie. Commençons par poser le problème du carburant et de l'énergie dans le monde industriel, puisque tout le monde est subventionné. Commençons par poser le problème des subventions dans le secteur des services. Et nous verrons à la fin que les subventions directes qui vont directement et personnellement aux citoyens ne représentent pas tellement de choses. Et c'est cette approche gradualiste, cette politique du saucissonnage qui, moi, personnellement, me séduit, me convainc le mieux. Donc voilà comment je vois. Est-ce que ça n'est pas exactement ce que fait le gouvernement depuis l'année dernière, puisqu'il a commencé depuis la loi de finances 2016 à augmenter essentiellement les prix du carburant et dans une proportion modeste. L'année dernière, il y avait aussi les tarifs de l'électricité. Cette année, apparemment, il n'y a plus que les carburants. Donc, on a une démarche qui concerne essentiellement les carburants et aucun autre produit pour l'instant. Mais personne ne dit que parce qu'en fait, augmenter le prix des carburants, ça rentre ça devrait rentrer dans le cadre d'une stratégie autrement plus large, celle de la rationalisation énergétique. Cela, il fallait le faire, il aurait fallu le faire même si il n'y avait pas eu la crise financière, cette rationalisation. Donc personne ne le conteste. C'est venu tardivement, mais vaut mieux tard que jamais. Mais ce que je dis, ce que je me dis, moi, c'est qu'on peut aller loin d'une manière graduelle, d'une manière sectorielle pour gérer ce problème des subventions. Sur ce volet, on peut rappeler le rapport de M. Abdelmajid Attar auprès du FCE il y a quelques jours qui rappelle la croissance énorme de la consommation domestique qui empêche de dégager suffisamment d'excédents à l'exportation dans les années qui viennent.
Donc globalement, on comprend que. Alors, qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'aller dans la bonne direction? Parce que nous, on pose. Est-ce que le gouvernement ne sait pas qu'il met en danger la croissance en réduisant autant? Vous avez parlé cumulativement d'une baisse de quasi 50% des dépenses d'équipement. C'était à 4000, c'est à 2000 maintenant. Grosso modo. 2300 et c'était à 4200. Donc. Oui, mais ça, vous savez, Monsieur Attaf, ces chiffres-là. On parle pour nos amis auditeurs de milliards de dinars. De milliards de dinars pour le budget de fonction. D'équipement. Je veux dire, ces chiffres-là sont contestés parce que, en réalité, c'est ce que disait Monsieur Ben Khalfa. Il l'a dit une ou deux fois pendant son passage au ministère des Finances. Il dit que les réalisations, en fait, au cours des dernières années, c'est vrai qu'il y a des autorisations de programmes qui ont été très élevées, peut-être pas à 4 000 milliards, mais je crois 3 500, 3 600 au maximum en 2014, je crois. Bon, mais lorsqu'on regarde les lois de règlement budgétaire, c'est-à-dire les réalisations, on s'aperçoit qu'au cours des dernières années, c'est toujours 2300, 2400, c'est ce que disait Monsieur Ben Khalfa. C'est-à-dire que apparemment, il y a eu effectivement des annonces, des autorisations de programmes, mais les réalisations effectives en matière de dépenses d'équipement, apparemment, au cours des dernières années, elles sont toujours restées à ce niveau-là. Donc, bon, je veux dire, la notion de baisse de la commande publique, elle est encore discutée aujourd'hui. On n'est pas sûr. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Oui. L'économie nationale, comme le reste d'ailleurs, est gérée dans une telle opacité. C'est vrai. Bon. Que vous ne savez plus à qui vous fiez. Vous me parlez de Monsieur Ben Khalfa, oui. Ben Khalfa est Moi, je vous parlerai en 2004 du ministre de l'énergie de l'époque, et les déclarations sont là. 2004-2005, une série de déclarations pour nous dire que l'Algérie, à l'horizon 2014, produirait 120 milliards de mètres cubes de gaz. On est à 60. Oui. Alors. Avec une consommation qui est bientôt au-delà de 35. Et au-delà de 35, et nous avons donc entre 30 et 40, selon les années, puisque ça fluctue, dégagés pour l'exportation. Bien sûr que c'est effrayant ce qui se passe dans ce domaine-là. Parce que le problème, nous sommes focalisés sur les prix, actuellement, sur le prix du pétrole et du gaz. Mais ce qui se passe dans les quantités exportées est autrement plus inquiétant. Même s'il y a, pour ce qui concerne le pétrole, un certain frémissement. Je voudrais quand même vous poser une question, parce que on sent bien dans la position que vous défendez qu'il y a l'idée que avec les lois de finances qu'on est en train de voter au cours des dernières années, le gouvernement va chercher l'argent dans la poche des plus déshérités. Bon, et il vaudrait mieux aller chercher l'argent ailleurs, dans la poche des riches. Alors, aller chercher l'argent dans la poche des riches, ça voudrait dire quoi? Parce que moi, comment on fait pour aller chercher l'argent dans la poche des riches? Mais au moment où nous parlons maintenant, oui, la surfacturation et la fraude au commerce extérieur. Je continue. Vous avez entendu, tout comme moi, le ministre du Commerce lui-même dire les sommes dont il s'agit. Pourquoi on ne va pas les chercher ici? Vous avez entendu le directeur général des impôts nous dire que sur la fiscalité, seulement 13% étaient prélevés. Qu'est-ce qu'on fait? 80% de la fiscalité ordinaire qui provient de 12 wilayas. Vous avez la corruption. Moi, j'étais choqué. Qu'en 2015, j'étais choqué, sincèrement choqué, qu'en 2015, on en était encore à des affaires de corruption en 2015, signalées par le journal El Mundo en Espagne. 2015. En plein dans la crise, il y a encore des gens qui n'ont pas la pudeur ils n'ont pas de pudeur de s'arrêter. Définition, hein, ces gens. Ah ouais. Non, mais ce n'est pas à eux que j'en veux. Ouais, ouais. C'est à l'État. C'est l'État que je tiens pour responsable de cette situation. Donc, lorsque nous parlons des niches financières autres que la fiscalité, il en existe. Mais encore faut-il avoir la volonté politique de s'attaquer à ces niches. Est-ce que vous ne redoutez pas, en tant que secrétaire général du BP du Talaa El Hurriya, de vivre le scénario dont on parle souvent, c'est-à-dire d'une ère Bouteflika qui va être très prudente pour ne pas engager des réformes d'ajustement et des réformes de structure
nécessaire aujourd'hui pour diversifier l'économie, pour la moderniser, et de laisser ce mistigris, cette patate chaude, peut-être à une alternance qui va se dérouler un jour, et qui peut se dérouler d'ailleurs en commençant par l'Assemblée nationale, donc, et qui ferait l'opposition arriver aux affaires pour prendre des mesures impopulaires que l'actuel pouvoir n'aurait pas prises. Est-ce que vous ne redoutez pas quand même ce scénario? Mais bien sûr qu'on redoute. Tout le monde redoute ce scénario. Parce que nous avons... Il y a 3 choses qui me semblent importantes et que je voudrais dire. La première, c'est que quand même, depuis le déclenchement de la crise énergétique, le 14 juin, la mi-juin 2014, nous sommes en 2017. Nous parlons d'une loi de finances pour 2017. Nous avons perdu 2 années et demie. Et perdre 2 années et demie face à une crise de cette ampleur, c'est terrible pour un pays. Deuxièmement, ces réformes de structure dont nous parlons, parce que l'économie algérienne est telle que je l'ai connue il y a 40 ans. 97% d'exportation, le secteur industriel qui descend de 25 à 5%, l'agriculture qui a toujours plafonné à 10, 11%. Vous avez eu 1000 milliards de dollars entre les mains. Vos paramètres, les paramètres fondamentaux de votre économie n'ont pas bougé. C'est ça le... Troisièmement, les gens sérieux auraient fait les réformes structurelles dont nous parlons au moment de l'embellie financière. Nous parlons maintenant des subventions. Monsieur Attaf, ça se passe jamais comme ça. Quand on a beaucoup d'argent, on ne réforme pas oui, partout dans le monde. Hein. Mais partout dans le monde. Mais il y a des pays sérieux qui l'ont fait, qui ont fait ces réformes structurelles. Bon, graduellement et en faisant de l'anticipation. Bien, écoutez, bon, bien sûr, moi je ne compare pas à tout bouchon notre pays à l'Allemagne ou aux États-Unis, mais l'Allemagne a fait ses réformes structurelles. L'agenda Schröder. L'agenda Schröder avec un gouvernement socialiste et partant d'opulence. Oui, et c'est passé. Oui. Et c'est une social-démocratie. Et c'est passé. Si nous avions fait, par exemple, les réformes nécessaires pour le système, dans le système de subvention, au moment où les augmentations de salaire s'étaient faites par 200, 300, 400%. 2011-2012. Ça serait passé. Ça aurait été les contreparties. Mais on ne l'a pas fait. Et donc, moi, je me contente de vous répondre. Bien sûr, au bout du parcours, vous avez la patate chaude qui est passée aux autres et dans les pires conditions. Très bien. Monsieur Attaf, pour poser le problème de façon précise, vous avez parlé tout à l'heure d'une réforme de structure importante qui figurait dans l'avant-projet de loi de finances, etc., qui a été supprimée de façon, vous dites de façon un peu pas très claire, pas très transparente. C'est pas votre sentiment, moi je l'ai vu disparaître comme ça. Ça n'a pas été bon, on nous a dit qu'il y a eu un arbitrage. Hassan Haddouche a été choqué, il a fait un papier pour dire que c'était bon, qu'on savait pas. Moi j'étais choqué, je me suis dit c'est pas sérieux. Mais alors, quelle est la position de votre parti sur cette, sur cette question-là? Est-ce que la question de la réforme du système bancaire algérien. Est-ce que vous êtes partisan d'une démarche de privatisation d'un certain nombre de banques publiques algériennes à travers l'ouverture de leur capital et sous quelle forme? Il se trouve que dans les années 90, lorsque nous négocions et que nous appliquions le programme d'ajustement structurel et avant lui l'accord stand-by, je faisais partie du comité de suivi de l'époque. Vous savez ce que le FMI, la Banque mondiale et tous les experts qu'on consultait à l'époque, ils nous avaient dit vous avez un système bancaire qui date du 19e siècle. Aussi brutalement. Aussi brutalement. J'ai eu la chance de vivre. Un peu modernisé depuis quand même. Il y a eu les banques étrangères qui sont entrées dans le système. Il y a, mais de manière sélective. Nous avons des problèmes avec elles. Ce sont des banques qui, globalement, financent le commerce. Donc, la réforme du système bancaire est un must. C'est un impératif. Le système bancaire est l'épine dorsale de toute économie. Et je dis système bancaire et je dis marché financier.
Si la dépense publique ne peut plus assurer l'exclusivité du financement de développement, il faudra bien que quelqu'un d'autre le fasse. Ça, et naturellement, c'est le système bancaire et le marché financier. Et ce n'est pas ce système bancaire-là et le marché financier qui n'existe pas, ou quasiment pas, qui va prendre le relais de la dépense publique. Donc pour nous, c'est capital. Or, qu'est-ce qui se passe? Depuis 1995-96, il y a le CPA. Monsieur Attaf, faire attention, c'est la banque de notre agence. Non, je fais très attention. Non, mais je vais dire qui devait servir d'opération témoin pour une réforme du système bancaire. À la décharge du gouvernement, encore, nous ne sommes à la décharge du gouvernement, le CPA n'a pas été privatisé parce que ça s'est passé juste au moment de l'effondrement de la crise des subprimes. Et ceux qui avaient apporté des offres les ont retirés. Enfin, on se rappelle à l'époque. Il y avait notamment la Deutsche Bank qui aujourd'hui est en grande difficulté. Mais on aurait pu le faire après. Mais vraiment, je ne jette pas la pierre uniquement à ce gouvernement, puisque j'ai dit que ça a duré depuis 1995, donc y compris du temps des gouvernements auxquels j'ai eu l'honneur d'appartenir. Donc, mais c'est un impératif. Monsieur Ahmed Attaf, on a chamboulé un petit peu la feuille de route de cet entretien parce que c'était particulièrement intéressant. Et on va un peu survoler la chute parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Vous avez une grande expertise diplomatique et une expertise de coopération. Vous avez été secrétaire d'État à la coopération au milieu des années 90 avant de devenir ministre des Affaires étrangères. L'Algérie se découvre un tropisme africain ou se renouvelle son intérêt africain sous l'angle de l'économie et de l'exportation. Donc il y a un grand forum à Alger, le rendez-vous d'Alger, le 3, 4, 5 décembre prochain. Est-ce que vous pensez que le temps perdu pour l'économie algérienne dans son orientation vers les marchés africains peut être rattrapé et comment? Par temps de crise, l'Algérie redécouvre toujours l'Afrique. Dans les années 80, pour ceux qui s'en souviennent, lorsqu'il y a eu la crise pétrolière des années 86-88, l'Afrique, profondeur stratégique de l'Algérie. Voilà, subitement, partant de crise. Dans les années 90, c'était exactement la même chose. Et aujourd'hui, ce n'est même pas bis repetita, c'est terre repetita. C'est un peu plus sérieux, rassurez-nous. Non. Bien sûr qu'il faut parler de ces questions-là avec beaucoup. Non, mais je veux dire, cette tentative, j'espère, elle est un peu plus sérieuse que les précédentes. Non, pourquoi? Non, mais c'est à cela que je veux en venir. Lorsque vous redécouvrez l'Afrique, on n'a pas réussi à la redécouvrir dans les années 80. On n'a pas réussi à la redécouvrir dans les années 90. Et on ne réussira pas à la redécouvrir dans les années. Il y a une différence. Laissez-moi juste vous dire pour la raison, et ensuite vous me direz la différence. Oui. Pour la simple raison que vous devez y aller avec des atouts, et ces atouts-là ne sont pas plus disponibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Les atouts, si vous voulez, privées. Elles sont là aujourd'hui, elles n'étaient pas là il y a 20 ans. Oui, mais dites-moi, très sincèrement, je crois que j'ai fait cela, je suis sûr que vous l'avez fait aussi. Vous avez regardé les exportations hors hydrocarbures. Comment sont-elles structurées? Le premier exportateur hors hydrocarbures, c'est Sonatrach. Et le deuxième exportateur hors hydrocarbures est un homme d'affaires connu sur la place économique d'Alger. C'est le groupe Cevital. En dehors de cela, c'est avec cela que vous allez conquérir les marchés africains. Ne croyez pas que les marchés africains sont les marchés des années 60 ou des années 70. Ce sont des marchés qui se sont transformés radicalement. Allez voir ce qui est devenu aujourd'hui Addis Abeba, ou ce qui est devenu Accra, ou ce qui est devenu Maputo. Mais ce n'est plus le même monde. Ou bien vous avez des atouts, vous avez des produits compétitifs, et vous y allez. Et à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin de l'État. Parce qu'un exportateur sait quoi faire. Ce sont ceux qui n'ont rien à exporter, qui disent « Ah, la diplomatie économique, il faut faire des journées d'études. » Vous parliez du président du groupe Cevital. Le président du groupe Cevital n'a jamais sollicité le ministère des Affaires étrangères ou qui que ce soit d'autre pour lui ouvrir des marchés. Il sait comment les ouvrir. Ceux qui ont des produits à faire entrer sur le marché africain n'ont pas besoin de vous. Ils le font d'eux-mêmes. Des fois,
ils peuvent vous solliciter pour une aide. Ils peuvent vous dire, nous avons besoin d'un accord bilatéral avec ce pays dans tel domaine parce que ça nous faciliterait la tâche. Et ça, c'est votre travail. Des fois, ils vous écrivent, j'ai été ambassadeur, j'ai fait ce travail-là. Des fois, ils vous écrivent, ils vous disent, écoutez, nous avons identifié ce partenaire, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur lui? Nous le faisons. Mais le travail de terrain, ce n'est pas le diplomate qui va le faire. Ce n'est pas lui qui va ouvrir des marchés. Ce sont les produits qui ouvrent les marchés. Le jour où vous disposerez de ces produits-là, les marchés s'ouvriront d'eux-mêmes. Regardez le Maroc. Regardez le Maroc. Je vais vous donner un fait. La zone franc, où dominait la Société Générale et BNP Paribas. Ils ont été supplantés par qui? Par Tijara Bank. C'est devenu la première banque de la zone franc. Ils ont eu besoin de diplomatie. Monsieur Attaf, il y a quand même derrière une stratégie quand même. Il y a l'État stratège qui accompagne ces entreprises. Absolument. C'est peut-être cela qu'on essaie de mettre en place. Nul ne le conteste. Mais encore, c'est là où je dis, l'État stratège intervient lorsqu'il voit que son économie dispose de capacités d'exportation réelles, compétitives. Et à ce moment-là, il les accompagne. C'est son devoir. Mais n'essayons pas de fausser le débat et de camoufler l'inexistence de potentiel à l'exportation. L'inexistence de potentiel à l'exportation réel, compétitif. Très bien. Pour le faire. Est-ce que vous voulez dire que le forum qui va être organisé en début décembre ne sert à rien, puisqu'on n'a pas de produits? Je n'en ai même pas entendu parler. Il y a quand même un grand forum qui va être organisé à Alger début décembre, qui va réunir à peu près 1 millier d'opérateurs économiques, d'opérateurs économiques algériens et africains. Très sincèrement. Oui. Je vais vous dire une chose. Nous avons fait un immense forum à Bahreïn en 97. Immense. Les pays du Golfe voulaient nous aider à faire connaître notre production nationale. Pour les pays du Golfe, ils voulaient nous entendre leur exposer les potentialités, les possibilités d'investissement dans notre pays. Et c'était eux qui organisaient, qui finançaient tout. C'était une aide. Nous avons invité les hommes d'affaires. La plupart étaient très intéressés. Ils sont partis. Les hommes d'affaires de quel pays? Les Algériens devaient aller. C'était organisé comme aide pour les Algériens, pour qu'ils se fassent connaître leur production. Il n'y avait pas de production à faire connaître. Les potentialités d'investissement, lorsque ces gens ont fait l'étude du climat des affaires en Algérie, ne sont jamais venus, et ceux qui sont venus sont rapidement repartis. Le climat des affaires a-t-il changé, même aujourd'hui, par rapport à celui des années 90? Je ne parle pas des années 80, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'investissement privé. Oui. Le jour où vous ferez vos réformes de structure, je veux dire par là, dépolitiser. Mais vraiment, ça c'est indispensable. Si vous ne le faites pas, il est inutile de parler du reste. Dépolitiser l'acte économique. C'est-à-dire que les commandes publiques, que les privatisations, que les niches du commerce extérieur ne soient pas réservées uniquement aux clientèles économiques du pouvoir en place. Vous ne pouvez pas parler de libérer les initiatives si vous faites cela. Et nous sommes dans ce cas de figure. Nous sommes dans ce cas de figure, bien sûr. Tous les jours que Dieu fait, nous entendons des gens qui nous disent « Je voulais faire tel investissement, je n'ai pas pu le faire parce que... » Ça se passe jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Oui. La débureaucratisation. Vous devez faire un parcours du combattant avec 21 documents alors que dans les autres pays, l'acte d'investissement, c'est 2-3 documents au maximum. La stabilité juridique. Nous avons eu l'IBS qui avait été rabaissé puis relevé avant même d'être appliqué entre les lois 2015 et 2016. De quoi vous parlez? L'investisseur va venir dans des conditions là.
Et ensuite, vous lui dites le 59, le 49, le 49-51, qu'on applique indistinctement de plus grands complexes industriels à la petite minoterie. Vous êtes pour sa suppression? Vous êtes Pour l'adaptation. ce n'est pas. Vous êtes pour sa suppression? Je suis pour. Il nous faut revenir à l'humilité. Ces problèmes d'investissement étranger ont été réglés par tous les pays du monde. Ayons l'humilité d'apprendre des autres pays. Que font les autres pays? Et je parle sous votre contrôle. Ils ont tous des lois avec 3 compartiments. Liste des entreprises stratégiques, inéligibles à l'investissement étranger. Liste des entreprises éligibles à l'investissement étranger avec une participation de l'État parce qu'elles sont juteuses. Et le reste est ouvert. Où est le mystère? Vous faites une loi organique, vous le faites dans la transparence. Vous faites une loi organique, vous allez au Parlement, vous la faites passer, voilà. Qui est aujourd'hui capable, y compris le Premier ministre, de vous dire quelles sont les entreprises stratégiques? Vous lui dites, Monsieur le Premier ministre, vous parlez d'entreprises stratégiques, s'il vous plaît, donnez-moi la liste. Eh bien, il est incapable de vous le dire parce qu'elle n'existe pas, elle n'a pas été faite. Monsieur Ahmed Attaf, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct. On n'a pas pu faire le tour de toutes les questions. C'était particulièrement passionnant, n'est-ce pas, Hassan? C'était intéressant. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Grâce à vous. Vos questions allaient droit au but. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.